Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec une petite vidéo soignée aux oignons. C'est faux, c'est toujours approximatif, point de vue de l'éclairage, point de vue du tournage, de la mise au point, etc. etc. Et le montage, n'en parlons pas. Mais voilà, écoutez, cette vidéo elle mérite d'exister. Et on va faire avec. Vous êtes habitués après 9 ans avec moi, voilà, que voulez-vous que je vous dise. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous fais un book haul en ce début d'année. Le jour où je vous tourne la vidéo, c'est le jour du début officiel du Palaton. Donc qui dit Palaton dit on arrête d'acheter des bouquins, ou en tout cas on essaye, et surtout on essaye de réduire sa palle. Et si je veux être au clair avec moi et avec mes objectifs du Palaton, il faut que je tourne le book haul que je repousse depuis novembre 2025. J'avoue que voilà, je suis quelqu'un qui essaye un petit peu de se désinfluencer des book hauls, des achats compulsifs, etc. Que ce soit en littérature pour les livres et pour d'autres choses. Mais je dois quand même bien avouer qu'il y a un book haul, voire 2 book hauls par an sur cette chaîne. J'espère qu'ici ce sera un peu le seul de l'année parce que le but c'est que je lise les livres qui sont en ma possession. Mais depuis le mois de novembre, je repousse très loin le fait de tourner cette vidéo parce que j'ai été dans une donnerie avec une de mes amies et bah voilà, j'ai succombé quoi, les livres étaient gratuits, j'ai pris, mais j'ai pris que des trucs qui m'intéressaient. Ce qui va être intéressant, c'est que je tourne seulement le book haul maintenant des mois après avoir pris les livres lors de cette donnerie, donc c'était totalement gratuit et on n'y a pas été à un moment où c'était l'ouverture, vous voyez, c'était la fin. Donc j'ai pris un petit peu ce qui restait, ce qui potentiellement pouvait m'intéresser dans ce qui restait. Et si ça me parle pas en vous présentant le bouquin, en relisant le résumé, en regardant le titre, etc. Clairement, ça rentre pas dans ma bibliothèque, ça rentre pas dans ma palle, ça retourne en boîte à livres illico presto. Voilà, ça c'est l'avantage à tourner cette vidéo des lustres après. Pourquoi est-ce que j'ai pas tourné la vidéo avant? Parce qu'en fait j'ai laissé les livres mariner dans le coffre de ma voiture depuis novembre et là on est le 30 janvier où je vous tourne la vidéo parce que psychologiquement en fait tant qu'ils étaient pas dans mon salon, tant qu'ils étaient pas dans ma bibliothèque là derrière moi et à côté de moi, bah en fait ces livres ne faisaient pas partie de ma palle. Donc voilà, on se rassure comme on peut, j'ai envie de vous dire hein. Et si tu débarques ici sur cette chaîne grâce au book haul et que tu te demandes de quoi je parle en parlant du Palaton, n'hésite pas à aller voir ma vidéo de la semaine passée qui te présente ce challenge littéraire totalement gratuit qui vise en fait à terrasser ta palle au travers de 3 activités durant le mois de février et le mois de mars. C'est un challenge hyper flexible qui va s'adapter à ta façon de lire, à ta palle ou ta montagne à lire, donc n'hésite pas à te renseigner en allant voir la vidéo et à me dire si tu participes ou pas. Je vous parlais du book haul à la donnerie. D'abord je dois faire mon mea culpa, j'ai 2 livres à vous présenter que j'ai payés qui ne viennent pas de cette donnerie. Tout d'abord, ceci que j'avais précommandé sur Fairy Loot, c'est A Scar in the Bone de Sophie Jordan. C'est un tome 2, j'ai lu le premier tome. J'avais reçu le premier tome dans la box Romantaisie de Fairy Loot, parce que j'étais abonnée à l'époque. Je me suis désabonnée parce que, comme je vous disais en introduction, j'essaye un petit peu de me désinfluencer du fait d'avoir tout le temps des beaux livres, d'acheter des livres constamment, etc. Mais celui-ci, j'ai pas pu résister, vu que j'avais beaucoup aimé le tome 1, ben, j'ai pris le tome 2. C'est une romantaisie avec que du smut, hein, très clairement. Le but, c'est hyper problématique, mais regardez-moi la couverture, c'est la même que le tome 1, mais le tome 1 elle était orange, et alors bah, on a cette double jaquette. Donc si vous voulez savoir à quoi ressemble le livre en anglais, la jaquette devrait ressembler plus à celle-ci que la première que je vous ai montrée. Et ce que j'aime bien dans ces éditions Fairy Loot, c'est qu'on a des illustrations, donc ça nous permet de bien nous représenter les personnages. Et en gros, dans le premier tome, on suivait ces 2 personnages-ci, donc la jeune femme, qui était une espèce de princesse adoptée dans une famille royale. Et elle était adoptée, elle n'était pas la fille de sang du roi et de la reine. Et elle servait en fait de punition aux princesses légitimes. Donc quand il y en avait une qui faisait une bêtise, et bien c'était cette princesse-là adoptée qui était punie. Et le fait
et qu'elle était soi-disant considérée par le roi et la reine comme leur propre fille, mais vont l'utiliser pour un mariage arrangé. Donc dans le tome 1, on a ce début, ces fiançailles et ce mariage arrangé. Il n'y a rien qui va dans ce mariage arrangé, c'est hyper problématique, mais bizarrement, j'aimais bien. Et là, dans le tome 2, il y a eu une révélation à la fin du tome 1, donc on va reprendre à partir de là, je l'espère, et découvrir la suite. J'espère par contre que c'est une duologie et que ça s'arrête là. Vu la taille du bouquin, j'ai envie de vous dire, je vois pas trop ce qu'on pourrait amener encore et encore et encore, mais je ne sais pas si c'est oh, il est dédicacé, j'avais pas vu, si c'est une trilogie ou pas. L'autrice Sophie Jordan écrit beaucoup de livres. Là il y a sa bibliographie ici, vous voyez, ça fait toute la page, et donc j'avais pas vu, mais en fait mon livre est dédicacé par Sophie Jordan, donc c'est trop cool. Voilà, donc ça c'est un tome, j'ai craqué mon slip en termes d'argent, etc. Ça m'a coûté plus de 35 €, très clairement. Et le deuxième petit livre, c'est celui-ci, c'est Chloé Thibault, Désirer la violence. Ce que la pop culture nous apprend à aimer. C'est aux éditions Point, ça coûtait pas très cher, ça coûtait 8 € et quelques. Je l'ai acheté mercredi, donc 2-3 jours avant de vous tourner cette vidéo. Quand j'étais en librairie, en fait, j'ai été chercher le cadeau d'anniversaire de mon neveu. J'ai acheté d'autres cadeaux, j'ai acheté des livres, j'en ai acheté 1, 2, 3 livres. Ouais, 3 livres. Mais j'ai acheté celui-ci pour moi. J'ai été dans le rayon féministe. Il y avait plein d'autres livres qui m'intéressaient, mais je me suis dit non, t'as plein de romans, etc. Prends quelque chose qui manque un peu dans ta bibliothèque, voilà. Et celui-ci m'attire énormément. Bon, après, je vous avoue que quand je vois la page le résumé, non pas le résumé, la table des matières, voilà, la table des matières, ça me fait un peu peur. Je sens que je vais déprimer en lisant ce bouquin. Autre truc qui me déprime un petit peu, c'est que je pense que les éditions Point, pour garder le prix hyper compétitif du format poche, ils ont bradé la qualité de la couverture. Elle est déjà abîmée alors que je n'ai pas encore lu le bouquin, pour vous dire. Donc c'est clairement, ok, c'est un livre qui doit être manipulé, etc. Mais là je regrette un petit peu de l'avoir acheté en poche. J'aurais peut-être mieux fait de l'acheter directement sur ma liseuse. Après c'est bien pour ma libraire, comme ça je lui ai acheté un petit bouquin. Et comme je vous ai dit, c'est pas le seul que j'ai acheté chez elle. Voilà, ça c'est pour les 2 livres neufs, et ce sont les 2 seuls livres neufs de ce book haul. Le reste donc ce sont des dons quand j'étais à la donnerie. J'ai rien payé pour ces bouquins. Ils sont restés quand même quelques mois dans mon coffre. Ils sont un petit peu abîmés, on va pas se mentir. Donc j'espère que le fait d'être rapatrié dans mon salon, ça va un petit peu les aider. Bon, je vous présente tout de suite le plus abîmé. C'est celui qui a le plus morflé là dans mon coffre. Voilà, il n'était pas comme ça quand je l'ai acheté. Donc quand je l'ai pris, il était bien. Il y avait une carte postale dedans de Gran Canaria, Playa del Ingles. Voilà. Beau jour ensoleillé des Canaries, on s'éclate. On espère que vous aussi, à plus. Oli, un nom que j'arrive pas à lire, et c'est dessin. Ah, c'est le petit enfant, il y a un enfant qui a dessiné, et Aurore. Ben voilà. Et alors, par contre, c'est une carte postale qui est arrivée, ça a été envoyé au Luxembourg, dans un village que je connais où j'allais faire mon plein tout le temps, quand je travaillais dans l'autre endroit. Donc ça, c'est très drôle d'avoir cette carte, parce que j'ai pas pris le bouquin dans une donnerie au Luxembourg. Comment est-ce que le bouquin est arrivé en Belgique ? De là, allez savoir. Donc vous allez me dire, c'est bien beau, ce bouquin est abîmé, il y a une carte postale, mais quel est-il? C'est une suite française de Irène Nemirovsky. Donc, voilà, ça nous dépeint l'exode de juin 1940, donc où il y a eu tout un... Enfin, ça a été le chaos, on va pas se mentir, juin 1940 en France, mais également en Belgique. Et donc, on va suivre la grande histoire, j'ai l'impression, mais au travers de la petite histoire, à travers des moments de solidarité, mais peut-être aussi des grands moments de lâcheté. J'espère que ça va être ça. Et donc on voit que cocottes larguées par leurs amants, grands bourgeois dégoûtés par la populace, blessés, abandonnés dans des fermes, engorgent les routes de France bombardées au hasard. Peu à peu, l'ennemi prend possession d'un pays inerte et apeuré. Comme tant d'autres villes, le village de Bussy est alors contraint d'accueillir des troupes allemandes. Exacerbées par la présence de l'occupant, les tensions sociales et les frustrations des habitants se réveillent. J'ai hâte de le lire parce que je vous avoue que...
Voilà, l'exode de juin 1940, c'est quelque chose dont on m'a souvent parlé dans ma famille. Je sais que, par exemple, ma grand-mère, elle s'est retrouvée sur les routes de France avec sa mère ou sa belle-mère et ses cousines, ou sa cousine, et que la colonne de réfugiés a été victime de raids aériens. Donc voilà, j'espère retrouver un petit peu de ça, un petit peu de témoignages comme ça. Je sais pas si c'est quelqu'un, vous voyez, genre bibliographie ou pas. Mais, ouais, la madame, elle a l'air super intéressante. Oh, elle est morte en 1942. Mon Dieu. Bon, bref, je vais lire ça et je vois que c'est le prix Renaudot 2004. Donc, je vais me faire un plaisir de découvrir ce livre par une femme. Et surtout, je vais essayer de le remettre droit dans ma bibliothèque, dans ma pochothèque. Il y a peut-être moyen. Il y a moyen, moi. Continuons avec les petits poches. Je les prends au hasard. Il n'y a pas de classement. Hein. Alors, j'avais trouvé Le meilleur des mondes de Aldous. Je sais pas comment ça se prononce. Aldous Huxley. C'est une moche édition, mais voilà, ça a le mérite d'être gratuit. Donc, c'est une utopie. Hein. Je sais que c'est un livre célèbre, mais moi, je ne l'ai jamais lu. Je sais même pas trop de quoi ça parle. Mais c'est un chef-d'œuvre de la littérature d'anticipation. Et donc, on nous dit, aujourd'hui devait écrire l'auteur près de 20 ans après la parution de son livre. Il semble pratiquement possible que cette horreur s'abatte sur nous dans le délai d'un siècle. Franchement, ça me fait un peu peur. L'ambiance générale mondiale est déjà pas superbe. J'ai pris des bouquins pas très joyeux. En même temps, il ne restait plus grand chose de joyeux. Alors celui-ci, je suis très contente de l'avoir trouvé. Ça va participer à ma petite collection. Si vous me suivez depuis le début de la chaîne, vous savez que je vous parle de cet auteur quasiment chaque année et le plus souvent possible, même si j'ai quasiment tout lu de lui. C'est le 1er siècle après Béatrice de Amin Maalouf. Voilà. Amin Maalouf, c'est un auteur avec les identités meurtrières, avec son essai Les identités meurtrières, qui a été un véritable ébranlement dans ma vie et une pierre d'achoppement en fait de mes valeurs en tant qu'adolescente et voilà, c'est un livre qui définit ma vision du monde. Et donc à chaque fois que je tombe sur un livre d'Amin Maalouf, je suis toujours très très contente de le lire et de le découvrir. Voilà, ici je pense c'est plus un roman un petit peu féministe. J'espère donc l'aimer autant que tous les autres livres que j'ai pu lire de lui. Il y a juste dans ces derniers essais où j'étais un petit peu triste parce que tu vois que le mec il est désabusé et désenchanté. Et donc je cherchais un petit peu, vous voyez, l'espoir dans les récits d'Amin Maalouf. On va pas se mentir, dans ces derniers romans, enfin ces derniers essais, c'était moins positif, mais je comprends, il avance en âge et le monde court à sa perte, donc voilà. Donc j'espère que celui-ci qui a été publié bien auparavant va me réapporter un petit peu cet enchantement que c'est m'apporter cet auteur. Voilà. Autre autrice incontournable de ma bibliothèque, même si elle n'est pas super méga accessible, on va pas se mentir, c'est Joyce Carol Oates. Et ici c'est 48 indices sur la disparition de ma sœur. J'ai lu son dernier de Joyce Carol Oates. Comment est-ce qu'il s'appelle? Attendez, je l'ai là. C'est où Joyce? Joyce! Elle est là, non. Oui, si, non, c'est pas mal de faire ça. Le dernier que j'ai lu d'elle, c'est Babysitter, c'est celui-ci, qui apparaît en fait comme un espèce de thriller qui se passe dans les années 1970, sauf que c'est basé sur des événements réels et on cherche un tueur en série, avec un tueur en série en fait qui tue des jeunes garçons et donc on les retrouve nus, exposés au public, et les médias vont le surnommer Babysitter. Je vous mens pas, l'écriture était vachement hardcore, ça a été difficile pour moi de me plonger dans ce livre, mais il y a d'autres livres d'elle que j'ai adoré et je suis convaincue de l'importance de lire cette autrice. Donc clairement, quand je la trouve en donnerie, quand je la trouve en boîte à livres, ou même quand je la vois chez ma libraire dans un titre que j'ai pas encore lu, je la prends. Voilà, et donc ici c'est celui-ci, donc 48 indices sur la disparition de ma sœur. Très clairement, on va pas être sur un livre très très joyeux. Ça se passe le 11 avril 1991 et on se demande ce qu'il est arrivé à Marguerite. C'est une jeune femme donc qui s'est volatilisée sans laisser de traces. Et 22 ans plus tard, sa sœur cadette Georgine, c'est le mouton noir de la famille, va essayer de traquer en fait le moindre des indices qui va lui permettre d'élucider en fait la disparition de sa sœur.
Est-ce que Marguerite, elle s'est enfuie pour échapper à un de ses soupirants? Est-ce qu'elle a été victime d'un tueur en série? On ne sait pas. Et donc, j'espère qu'on aura une réponse à la fin. Mais je pense que c'est pas tant la réponse qui va être utile dans ce roman, mais finalement, toute l'enquête et les indices rassemblés par la sœur Joyce Carol Oates. C'est vraiment une autrice qui nous dit beaucoup de l'Amérique actuelle, contemporaine. Donc si vous voulez mieux comprendre les Américains, mieux comprendre ce qui se passe aux États-Unis, vous lisez du Joyce Carol Oates et vous comprendrez mieux pourquoi on en est là. Alors le livre suivant, je pense que je l'ai pris pour sa couverture et le résumé, c'est un pocket, à mon avis un thriller. C'est Crucifix de Adrienne Dawson. Ça se passe en... Oh non, c'est pas du tout un... C'est pas du tout un thriller. Enfin peut-être, mais en tout cas, je pensais que ça se passait dans le passé ou à l'heure actuelle. Ça se passe à Los Angeles en 2043. Ok, donc rien à voir avec ce que je pensais. Peter Strauss assiste pour la première fois de sa vie à un enterrement, celui de sa fiancée Rachel. Rachel, elle est scientifique comme lui, elle est décédée lors d'un accident de laboratoire. C'est une mort banale en apparence. Mais bientôt, Peter devient la cible de tueurs, donc il va éviter une mort certaine grâce à de mystérieux SMS envoyés par un expéditeur inconnu. 2043, on envoie des SMS. Déjà là, il y a un problème dans le world building, monsieur. En remontant leur piste, il va découvrir que la mort de sa fiancée n'a rien d'accidentel. Elle pourrait même être liée à celle d'une autre Rachel, condamnée et pendue près de 400 ans plus tôt pour sorcellerie. Ok, donc c'est à la fois un récit d'aventure historique, un thriller ésotérique et un roman d'anticipation. Ok, c'est un carrefour des genres. Et il va bien aller pour ma carte, pour le Palaton. C'est un mélange des genres, donc je pourrais le lire pour mon Palaton. Ok, c'est juste, bon, il est un peu gros, mais j'ai l'impression que ça peut vite se lire. Je l'ai plutôt pris parce que ça avait l'air d'être un roman un peu distrayant, mais j'espère être agréablement surprise, du coup, par cet auteur et par ce titre. Voilà. On verra bien. J'ai pris un livre dans une drôle d'édition, un drôle de format. Ça s'appelle Nouvelle Verte, précédé d'un poème de Hubert Reeves. Et en fait, c'est un recueil de nouvelles, donc, avec Pierre Bordage notamment, Benoît Brouillard, connais pas, Elisabeth Combre, connais pas, Yann Mens, connais pas, Viviane Moore, connais pas. Le seul que je connais là-dedans, en fait, c'est Pierre Bordage, qui est un auteur de science-fiction et de fantasy français, francophone. Malheureusement, il est décédé récemment. Et en fait, je l'adore depuis que je l'ai découvert adolescente avec Absalon. Je crois que c'est ça le titre. Je dois l'avoir là. Oui, c'est Absalon ou Absalon selon comment vous prononcez. Ça m'avait remué cette science-fiction que j'avais découverte adolescente. J'ai toujours mon exemplaire là. Franchement, ça fait plus de 20 ans que c'est dans ma bibliothèque. Et donc du coup, quand je trouve un livre de Pierre Bordage, je le lis. Bon, malheureusement, il n'écrira plus rien, mais il nous laisse quand même énormément de littérature à disposition. Donc je dois rattraper un petit peu mon retard. Et ici, donc, c'est 9 nouvelles pour prendre conscience de la fragilité de la Terre. L'écologie, c'est pour aujourd'hui et la planète est en danger. Donc, on va parler de surexploitation des forêts tropicales, réchauffement de la planète, disparition d'espèces animales, végétales, usage massif des sacs plastiques. Les conséquences seront peut-être désastreuses à très court terme et cela nous concerne tous. Il est urgent de réagir. Voilà. Ça n'a pas l'air joyeux. Mais c'est le style vraiment de littérature vraiment importante. Et je vois que c'est en jeunesse. J'aime bien parce que le livre a été vendu à 2 €. Avant, il coûtait combien? Est-ce que je vais arriver à voir? Il coûtait 8,60 €. Et c'était chez Club, 8,60 €. Bon, bah, je l'ai eu pour pas un bal, donc je suis contente. Voilà. Alors, j'ai trouvé aussi un livre de Philippe Pullman, La malédiction du rubis. Philippe Pullman, c'est cet auteur qui a écrit À la croisée des mondes. J'ai adoré cette trilogie quand j'étais adolescente. Je devrais lire la nouvelle trilogie de La Poussière qui est toujours dans le même univers, etc. C'est toujours pas le cas, c'est pas dans ma palle, mais là, quand je vois un Philippe Pullman, bah, je dois le prendre. Je me suis dit que j'allais le lire et une fois que je l'aurai lu, je le mettrai à disposition de mes élèves dans la bibliothèque de l'école ou la bibliothèque de ma classe. Donc voilà, c'est La malédiction du rubis. C'est un roman, on dit au suspense haletant. Oui, c'est ça. Et on a donc une héroïne inoubliable dans l'atmosphère ténébreuse du vieux Londres. C'est à partir de 11 ans. C'est écrit très gros, en vrai. Derrière, mais pas à l'intérieur. Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille dont le père disparaît en mer de Chine dans des circonstances suspectes. Et donc, Sally Lockhart
se retrouve livrée à elle-même dans Londres à l'époque victorienne. Sans qu'elle le sache encore, un grand danger rôde autour d'elle. Parviendra-t-elle à percer le secret d'un rubis fabuleux qui excite les convoitises et sème la mort autour de lui? Il semble être au cœur du mystère. Honnêtement, le résumé paye pas de mine. Donc là, je me base totalement sur le talent de Philippe Pullman et le fait que la trilogie que j'ai lue, donc Les Royaumes du Nord, c'était très philosophique. Donc j'espère retrouver ça là-dedans. Oh, un livre très abîmé, mais il est beau. Ça s'appelle Tangerine de Christine Mangan de chez HarperCollins. Donc ça se passe à Tanger, on dit Tanger ou Tanger, je sais pas, en 1956. Et on suit une jeune femme, donc, ou une femme, Alice Shipley, qui n'y arrive pas. Cette violence palpable, ces rues surpeuplées, cette chaleur constante, à croire que la ville la rejette et lui veut du mal. Tu peux arrêter de faire du bruit pendant que je tourne, Cali. Voilà. L'arrivée de son ancienne colocataire, Lucie... Mais non! Arrête, Cali, bouge, allez, bouge, va te gratter ailleurs. Allez, bouge. Donc on suit cette jeune femme qui est apparemment dans cette ville qui ne lui plaît pas. Et donc on a son ancienne colocataire Lucie qui va arriver et qui va transformer son quotidien mortifère. Ses journées ne se résument plus à attendre le retour de son mari, John. Son ami lui donne la force d'affronter la ville, de sortir de son isolement. Puis advient ce glissement lent, insidieux. La joie des retrouvailles fait place à une sensation d'étouffement, à la certitude d'être observé. La bienveillance de Lucy, sa propre lucidité, tout semble soudain si fragile quand soudain John disparaît. Bon, alors, on dit, elle possède l'art de l'ambiguïté, l'autrice, c'est diablement efficace. Moi, je vous avoue, j'espère tomber sur un truc un peu féministe plutôt qu'un thriller, juste thriller, vous voyez. On va voir. C'est traduit de l'anglais d'ailleurs, c'est pas par une française comme je pensais. On verra ce que ça donne. Si je lis pas, si j'aime bien. Je vous avoue qu'il me donne pas trop envie comme ça, après réflexion. Mais ça peut encore changer, ça peut encore changer. Trouver ce livre en super état de Tracy Chevalier, le nouveau. C'est aux éditions Point, j'adore les éditions Point. Je trouve qu'ils publient des livres vraiment très intéressants et vraiment essentiels. Donc on va suivre le fils d'un diplomate ghanéen, Osei, qui va arriver dans une nouvelle école. Et donc c'est la 4e fois en 6 ans qu'il change d'école puisque son père est diplomate. Et c'est le premier élève noir de cet établissement de la banlieue de Washington. Donc forcément le gamin il intrigue, il diffère, il dérange. Et seule Dee, petite fille modèle et populaire, ose l'aborder. Les deux enfants se rapprochent et nouent une relation particulière tandis qu'autour d'eux la jalousie fait rage. Et les complots se forment. Un seul but, briser les liens qui unissent les deux amis. Ça a l'air excellent. Et en fait, Tracy Chevalier, c'est pour ça que son nom me disait quelque chose, c'est l'autrice de La jeune fille à la perle. Je pense qu'elle est très connue pour ça. Ça a pas l'air très très long, mais ça a l'air essentiel comme lecture. Donc je suppose que ça parle de racisme, etc., etc. Je pense que j'ai bien aimé. Un témoignage sur l'Amérique des années 1970 et un remake ébouriffant d'Othello en culotte courte. J'ai jamais lu Othello, donc je saurais pas vous dire si ça ressemble à ça ou pas. Cette autrice-là, j'ai vu le nom très clairement, je me suis dit je devais le prendre. C'est Doris Lessing et c'est Le Monde de Ben. Bon, Doris Lessing, est-ce qu'il faut encore la présenter? Cette autrice incommensurable et vraiment très renommée. Mais oui, elle a reçu le prix Nobel de la littérature. Donc c'est pour ça que il me semble que c'est une dame à lire. Dans Le Monde de Ben, Ben c'est un jeune homme de 18 ans qui est hors du commun. Il en paraît 40 par sa musculature impressionnante et sa forte pilosité. Et il erre dans Londres, inspirant la pitié chez les uns et la répulsion chez les autres. Est-il un primitif, un reliquat de l'homme de Néandertal? Aussi naïf que massif, Ben a pourtant une remarquable faculté d'adaptation. Entraîné et manipulé, Ben va devenir la proie d'un véritable monstre, un puissant directeur de laboratoire qui veut le soumettre aux pires expériences. Ça a l'air tellement dégueulasse comme bouquin. Ah, j'ai pris que des trucs déprimants, j'ai l'impression. Essentiel mais déprimant. Bon, la suivante va pas être plus joyeuse rien qu'à son nom. J'ai pris un Claire Castillon. Dessous, c'est l'enfer. Claire Castillon, je sais que ma soeur l'a lu adolescente. Je pense son premier roman, elle avait adoré. C'est de la littérature, enfin l'humour noir. C'est pas simple comme premier abord. Je pense que j'avais lu un de ses livres et j'avais eu du mal un peu avec. Mais pour autant, je sais reconnaître qu'elle écrit très bien. Donc, je disais que Claire Castillon n'est pas une autrice hyper méga joyeuse. Et là, en reparcourant le résumé, j'étais là en mode, bah, clairement, ça va pas être joyeux. C'est assez absurde, en fait. Donc, je sais pas si je vais apprécier ou pas. Je vais quand même le tenter parce que j'estime que c'est une autrice qu'il faut lire et qu'il faut élargir un petit peu ses horizons et pas toujours lire ce qu'on aime et dans quoi
On se sent à l'aise, surtout quand c'est gratos, vous voyez. Donc, faisons avec. Pour le prochain, je me suis dit que j'allais le prendre parce que ça avait l'air un petit peu plus léger et pas plus joyeux, hein, parce que c'est un policier. Mais c'est les voitures vides de Didier Sénécal. Et donc ça se passe sur les routes de la Beauce et des voitures sont retrouvées mais vides. Et leur conductrice s'est évaporée dans la nature. On ne sait pas qui est le prédateur. Nul non plus ne sait à quel sort est réservé aux victimes. Et le territoire de chasse est vraiment vaste. Donc beaucoup d'incertitudes. Et on va suivre ce tueur. Et pour sortir la bête de sa tanière, on va avoir droit au commissaire Le Diacre, qui dispose d'un appât de choc sa jeune adjointe, le capitaine Hélène Vermeulen. Et la patience de Le Diacre est infinie. Voilà, je pense... Si j'ai lu, c'est pour ça. J'ai lu un livre de Didier Sénécal, il me semble. Il me semble que j'en ai lu que c'était La loi du talion. Si c'est le même auteur. Je pense que c'est pour ça. Ou alors j'ai confondu Sénécal et Sénéchal. Allez savoir. Mais bref, voilà. Je me suis dit que j'allais le prendre. Et que ça ferait une bonne lecture en été. En vrai, je pense pas le lire au mois de février ou au mois de mars. À mon avis, ce sera pour plus tard dans l'année. Pour le suivant, on est sur un truc un petit peu ésotérique de Lev Grossman. Codex, le manuscrit oublié. Donc on va suivre Edward Wozniak, qui est un jeune banquier new-yorkais à qui tout réussit. Il est sur le point de prendre des vacances bien méritées, mais son patron va exiger de lui une dernière mission avant les vacances, aider l'un des clients les plus importants de la banque à ranger et trier sa bibliothèque laissée à l'abandon. Jusqu'ici, moi ça me parle quoi, une vieille bibliothèque laissée à l'abandon qu'il faut ranger, trier, je veux bien. Pourquoi un banquier? Ça par contre ça n'a aucun sens. Edward n'a guère le choix, on lui demande surtout de rechercher un manuscrit du XIVe siècle, est-ce qu'il existe vraiment? Qui aurait donc une très grande valeur, ce manuscrit. Et pour ce faire, il est aidé par une étudiante revêche mais érudite, Margaret Napier, et dans le même temps, il se prend de passion pour un jeu vidéo et découvre, stupéfait, des similitudes étranges entre ce jeu et la légende du manuscrit disparu. Il se plonge alors dans une enquête passionnante qui va peu à peu l'amener à douter de tout avant de percer le secret magistral du codex. Pourquoi est-ce que c'est un jeune banquier, le héros de ce bouquin? Je ne sais pas. La meuf, Margaret Napier, aurait été vachement plus intéressante, il me semble. Est-ce que le livre serait un petit peu misogyne ou pas? Bon, en même temps, le monsieur, il est né en 1969, donc écoutez, il est un peu le pur produit de son temps, quoi, voilà. Son premier roman, Warp, est paru en 1997. Codex, c'est le second ouvrage. Ok. C'est un best-seller international. Ben écoutez, je vais découvrir ça, hein. Et si c'est trop misogyne, j'aurais aucun scrupule à l'abandonner. Parce qu'en 2026, on lit des femmes. Bon les gars, j'en ai fini avec les romans Poche, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 qui viennent de la donnerie. 14 avec celui que j'ai acheté. Et ben maintenant, sans plus attendre, on passe au grand format. Et j'en ai plus que ce que je pensais. Ça va être lourd tout ça, donc sans plus attendre, commençons. On va commencer par Raymond Khoury, le dernier Templier dans cette édition de chez France Loisirs. Clairement, j'avais envie d'un petit peu de littérature ésotérique. Ça me parlait bien, je me suis dit que ça allait me détendre au coin du feu cet hiver. Et donc voilà, j'en avais pas dans ma bibliothèque et c'est le genre de livre, j'aime bien en lire, mais c'est un peu chiant de payer, vous voyez, le prix d'un grand format pour lire ça, alors que en même pas une semaine tu l'as dévoré et que tu t'en souviens plus 15 jours après. C'est juste, vous voyez, c'est un peu de la littérature distraction, quoi. C'est comme si je regardais une série. Ça se passe en 1291 à Acre. La ville tremble sous l'assaut des hommes du sultan. À bord du Faucon du Temple, quelques chevaliers prennent la mer chargés par le grand maître de sauver un coffret mystérieux, mais leur navire disparaît sans laisser de traces, blablabla. New York de nos jours, 4 hommes vêtus d'armure de templiers s'engouffrent dans le musée d'art moderne où se tient une exposition des trésors du Vatican. Une jeune archéologue, Tess, est le témoin pétrifié de leur assaut violent et du vol d'une étrange machine. Mais pour elle et l'agent du FBI, Sean Reilly, cette attaque n'est que le début d'une course-poursuite mortelle à travers 3 continents, sur les traces d'un assassin impitoyable et d'une énigme vieille de 20 siècles. Voilà, bah, simple, efficace dans le résumé. Voilà, bon, envie de dire, on va le lire. On remarquera quand même que les hardbacks, ça a survécu beaucoup mieux à 3 mois dans mon coffre. Hein. Bon, je me suis basée sur l'auteur James Ellroy, que j'ai jamais lu, mais il me semble que c'est quelqu'un de connu. Et donc j'ai pris La Tempête qui vient. Le bouquin pèse une tonne. Les pages sont hyper fines.
C'est noir de texte. Ça a l'air d'être un petit livre, mais je pense que ça va me prendre du temps pour le lire. Quel est l'imbécile chez Press Shop qui a été mettre le prix en plein milieu sur le résumé? Vous voyez que je vais le déchirer, vous allez voir ça. Ah oui, je vais abîmer le bouquin. Alors, ça se passe en janvier 1942. Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbor et les Américains, sont massivement... Ah oui, les Américains d'origine japonaise, je suppose, sont massivement arrêtés, tandis que des pluies torrentielles s'abattent sur la ville. Un corps est découvert dans je sais pas quel parc, à la faveur d'un glissement de terrain. C'est le début du chaos. Entre un braquage de grande ampleur qui refait surface, des nazis surexcités, des espions, des trafics de drogue, des flics corrompus, des chassés-croisés amoureux et les usual suspects, Dudley Smith et le sergent Jackson du LAPD, la troublante Kay Lake, oh il y a trop de personnages, la phrase fait 10 lignes, attendez. Donc il y a tous ces personnages-là, et voilà, orchestre une brillante et inoubliable symphonie. D'accord. Ok, en fait le mec, il est né en 48 à Los Angeles, l'auteur, et sa maman malheureusement a été tuée et le meurtre n'a jamais été résolu. Et donc ça a été un traumatisme fondateur de sa carrière d'écrivain. Tu m'étonnes. Du coup, voilà, on va voir. Le fait que ça se passe en temps de guerre, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que d'ici 80 ans, il y aura quelqu'un qui montrera un livre avec tout ce qui se passe... ouais, des meurtres qui se sont passés de façon contemporaine au génocide en Palestine, à la politique fasciste aux États-Unis en ce moment, etc., etc. Je sais pas, c'est un petit peu respectueux la façon dont je le présente, mais voilà, si je peux en apprendre un petit peu plus sur cette période de l'histoire, et en même temps être un peu distraite, voilà. Le suivant, en fait, c'est un semi-poche. C'est pas vraiment un grand format, mais c'est pas non plus un poche. Ça s'appelle Conspiration de Giacometti Ravenna, et c'est à nouveau un roman ésotérique, rien qu'à voir la couverture. Celui qui possédera le secret des rois de France sera le maître du 3e millénaire. Waouh! De nos jours à Paris, 30 personnes se jettent d'un immeuble. Ah c'est joyeux. J'ai que des livres pas joyeux à vous présenter, hein, désolé. Le commissaire Antoine Marcas s'est mis sur l'enquête et ses recherches vont le conduire au cœur de la société la plus secrète des États-Unis, la Skull and Bones. Ah ouais, ça me dit quelque chose. On en parle beaucoup en ce moment. Donc c'est une organisation dont l'un des membres vient de se suicider alors qu'il s'apprêtait à faire des révélations sur une puissante multinationale. 2 siècles plus tôt, en pleine révolution, l'inspecteur Ferragus est lancé par Danton sur les traces d'une implacable confrérie. Et donc il va découvrir l'incroyable secret des rois de France. Donc je suppose que c'est une double temporalité. Ouais, il y a des dates. Il y a des dates au début des chapitres. Après, cette fois-ci, c'est plus par rapport à la religion, mais par rapport au roi de France, donc ça me semblait un petit peu plus intéressant. Vous croyez que j'ai fini? Que nenni, j'ai encore des grands formats et c'est lourd. Alors on change de registre avec ce livre de... Stark Holborn, la porteuse de mort. Ça a l'air d'être de la science-fiction. Voilà, c'est un space western sans temps mort avec 2 héroïnes en acier trempé. Voilà, 2 héroïnes, moi ça me parle tout de suite. Et donc on va suivre quoi? Une ancienne médecin militaire mais qui a passé 10 ans en prison. Et depuis la fin de la guerre, elle survit sur factice une lune pénitentiaire désertique, qu'on hantée par une espèce extraterrestre énigmatique et invisible. Ok. Ok. Et une nuit, Dilo sauve la seule survivante de l'épave d'un vaisseau spatial qui vient d'être abattu. Première surprise, Gabriela Ortiz n'est pas une adolescente ordinaire, issue d'un programme de génétique militaire, elle est générale, rien que ça. Ouh là 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 là. Et donc elles vont essayer de quitter Factice, je suppose. Je sais pas ce que ça va nous dire de notre société, etc. Mais écoutez, ça change de tous les autres livres que je vous ai présentés, non? Alors, je me suis fait avoir par Stark Holborn, c'est une femme romancière, autrice de jeux vidéo, critique de cinéma. Alors, le roman suivant est un roman historique, je pense. C'est de Catherine Blondeau. Ça s'appelle Débutant. Et ça se passe en juillet 2004. L'inauguration du Musée national de préhistoire, réuni en Dordogne. Nelson Ndlovu, archéologue sud-africain invité aux cérémonies. Il y a Peter Lloyd, traducteur anglais installé là depuis 15 ans. Et Magda Kowalska, jeune femme polonaise qui tient une maison d'hôte dans le village. L'été voit naître entre eux un grand rêve d'amour et d'amitié. Il y a bien des secrets entre eux, donc lutte anti-apartheid, migration forcée, violence des héritages, désir de liberté, peur de l'enfantement, poids des attachements. Ça, c'est les mots-clés qui sont balancés dans le résumé, mais sans
pas dans une phrase. Les récits s'entrecroisent et les vies se répondent dans cette fresque haletante où l'histoire n'épargne personne. Mais moi ça me parle d'avoir des personnages d'horizons aussi différentes autour d'une thématique un petit peu what the fuck quoi, parce que je suppose que c'est des peintures rupestres. Voilà, sur le musée national de préhistoire, inauguration du musée. Qu'est-ce que ces 3 personnes foutent là? Allez savoir, mais ça risque d'être intéressant. Pour le livre suivant, c'est de Giorgio Faletti, auteur que je ne connais absolument pas. Ça s'appelle Seuls les innocents n'ont pas d'alibi. C'est un policier, ça je suppose, non? Ça se passe en 1978. Au volant de son Austin Mini, Francesco Marcona, alias Bravo, jeune voyou aux dents longues, écume chaque nuit les lieux interlopes de la ville. Pour y prendre du bon temps, mais surtout pour ses affaires, c'est un proxénète. Et Bravo se propose de mettre en relation de jeunes beautés avides d'argent avec des hommes riches en quête d'aventures sexuelles. Eh bah, c'est génial, ouais. Ouh! Par contre, Bravo, lui, des aventures sexuelles, il n'en a guère. Quelques années plus tôt, ses attributs virils ont en effet été sacrifiés sur l'autel de mystérieuses représailles. Mais l'abstinence sexuelle, volontaire ou contrainte, n'empêche pas les sentiments. Aussi, lorsque le hasard place sur sa route Carla, prête à tout pour s'offrir une vie meilleure, Bravo tombe-t-il éperdument amoureux. Un coup de foudre bientôt suivi de coups de feu, qui pourrait bien avoir raison de ce qu'il y reste de peau. L'action se déroule au moment de l'enlèvement du dirigeant démocrate chrétien Aldo Moro. Je connais pas, j'ai pas la ref. Ça nous entraîne au cœur des ténèbres à travers le dédale des années de plomb italiennes marquées au fer rouge par l'ultra-violence terroriste. Je ne connais pas du tout suffisamment l'histoire italienne après la Seconde Guerre mondiale, donc écoutez, on va découvrir ça. Ça avait l'air d'être un truc policier et tout, mais ça, finalement, en relisant le résumé, ça a quand même l'air un petit peu plus profond que ça. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à vous présenter? Ça, je vais vous présenter en dernier. Alors, j'ai pris ce petit livre Tradition Tagine, parce que j'ai un tagine chez moi et j'ai redécouvert l'utilisation de mon tagine. Donc je cherchais des petites recettes, etc. Et des idées. Donc l'idée, c'est pas vraiment un ajout dans ma bibliothèque, c'est de tester quelques recettes et puis d'aller remettre le livre en boîte à livres, on va pas se mentir. Mais voilà, si vous avez une bonne recette de tagine, de préférence végétarienne, vous m'envoyez ça, vous mettez ça en commentaire s'il vous plaît. Qu'à la fin il vous reste 3 livres. Pour le suivant, on retrouve un auteur connu, R.J. Ellory. C'est Vendetta. Donc moi je n'ai jamais lu cet auteur, je l'ai déjà rencontré comme ça en passant dans un salon et tout, mais j'avais rien à faire dédicacer de lui. Il écrit des thrillers et des policiers, je pense, ou rien que des thrillers. Ici on voit que ça se passe en 2006 à la Nouvelle-Orléans. Donc moi j'adore la Nouvelle-Orléans depuis que je l'ai visitée. C'est une ville qui m'a passionnée aux États-Unis, que j'ai trouvé absolument grandiose. Donc dès que je vois un livre où je vois que ça se passe à la Nouvelle-Orléans, j'ai tendance à le prendre, vous voyez, rien que pour le cadre, voilà. Donc ici, on va suivre Catherine, la fille du gouverneur de Louisiane, qui est enlevée et son garde du corps est assassiné. Confié au FBI, l'enquête prend un tour imprévu. Le kidnappeur Ernesto Pérez se livre aux autorités et demande à s'entretenir avec Ray Hartman, un obscur fonctionnaire qui travaille à Washington dans une unité de lutte contre le crime organisé. À cette condition seulement, il permettra aux enquêteurs de retrouver la jeune fille saine et sauve. Et donc Hartman, lui, il est très surpris de ça. Je sais pas si je dois continuer à lire ou pas parce que j'ai peur de me faire spoiler. Parce que le résumé a l'air super long. Par contre, l'édition est dégueulasse. Le livre est super lourd. Le papier super épais et blanc. Blanc de chez blanc. C'est blanc comme un cul. Je déteste quand le papier est blanc comme ça. Voilà. Est-ce que je vais quand même lire ce bouquin? Si je l'avais trouvé en poche, je l'aurais pris en poche en vrai. Je l'aurais plus apprécié. Je me suis laissée tenter à cause du nom de l'autrice, c'est Fred Vargas, L'homme au cercle bleu. Il faut savoir que j'ai un Fred Vargas dans ma palle depuis je pense 2017, depuis peut-être même 2015. Et je l'ai toujours pas lu et je sais que cette autrice est encensée par les fans de thrillers, de policiers, etc. Donc je me suis dit que j'allais prendre celui-là, puisque l'autre que j'ai dans ma bibliothèque, finalement, à chaque fois je le prends et je le repose. Donc peut-être que celui-là va plus me plaire, je sais pas. C'est... Voilà, il y a des cercles bleus qui surgissent la nuit, tracés à la craie sur les trottoirs de Paris, avec une phrase « Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ?» Au centre de ces cercles, prisonniers, un débris, un déchet, un objet perdu. Le phénomène fait les délices des journalistes et de quelques psychiatres qui pensent à un maniaque, un joueur. Et le commissaire Adamsberg, lui, ne rit pas. Ces cercles et leur contenu hétéroclite sont de mauvais augure. Il le sait, il le sent. Bientôt, de l'anodin saugrenu,
On passera au tragique. Il n'a pas tort. Un matin, c'est le cadavre d'une femme égorgée que l'on trouve au milieu d'un des cercles bleus. Ok. C'est écrit hyper grand, donc voilà, j'espère que ça se lira vite. Le dernier livre que j'ai trouvé, et là, franchement, je considère que c'est ma bonne trouvaille de la donnerie, parce que c'est un livre que je voulais m'acheter, et je l'ai trouvé en grand format. Et c'est La Louisiane de Julia Maly, ou Malay, je sais pas comment ça se prononce. C'est l'histoire de 3 femmes, une terre impitoyable, une histoire oubliée depuis des siècles. Donc ça se passe d'abord à Paris en 1720 et la supérieure de la Salpêtrière est mandatée pour sélectionner une centaine de femmes volontaires qui vont être envoyées en Louisiane afin d'y épouser des colons français. Et parmi elles, on va suivre 3 amies improbables. Donc il y a Charlotte, qui est une orpheline de 12 ans à la langue bien pendue, Pétronie, une jeune aristocrate désargentée, et Geneviève, une faiseuse d'anges. Et comme leurs compagnes à bord de la Baleine, elles ignorent tout de ce qui les attend au-delà des mers. Donc c'est des étrangères qui sont réunies par le destin, qui vont devoir braver l'adversité, traverser une vie faite de chagrin d'amour, de naissance, de deuil, de cruauté, de plaisir inattendu et d'une amitié forgée dans le feu. Je pense que c'est un roman profondément féministe et féminin et sur un fait historique qui s'est réellement passé, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Voilà ce qui conclut mon book haul de cette donnerie, plus les 2 livres que je vous présentais au début. Donc comme je vous ai dit, j'ai 14 romans poche qui s'ajoutent à ma bibliothèque, et en grand format, j'en ai un 9, plus le livre de recettes, voilà. Donc 24 livres. Je pensais que j'avais 30 livres, que j'allais rajouter 30 livres dans ma pile à lire, c'est moins pire que ce que je pensais. Donc écoutez, je suis assez contente, voilà, c'est moins pire. On a un total en tout cas de 190 livres ou 185 livres, quelque chose dans le genre pour ce début du Palaton. C'est largement suffisant je pense pour toute une année. Donc je vais essayer de lire mes bouquins en 2026 et d'arrêter d'acheter. Et si je me procure des nouveaux livres, c'est via le Bibliobus, via des services presse, voilà, je ne les achèterai pas. Ou via boîte à livres, voilà. Mais après, ça me fend le cœur de me dire que je vais pas aider ma libraire, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais quand même en acheter, on va pas se mentir. Mais mollo sur les services presse, mollo sur les emprunts, et voilà quoi, on va lire tout ça. Je vous propose de me laisser et d'aller lire un livre. Moi c'est ce que je vais faire directement après avoir fini de tourner cette vidéo. Et n'oubliez pas donc de me rejoindre pour le Palaton si le cœur vous en dit, si comme moi votre pile à lire est en déroute et ne ressemble à rien, et que vous devez vous trouver des petits stratagèmes pour vous pousser à la lecture, j'ai ce qu'il vous faut avec mon challenge le Palaton. Je vous remercie d'avoir suivi ce book haul plus que chaotique et très différent de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, donc j'espère que vous l'aurez apprécié, et n'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous arrive d'aller en donnerie, en boîte à livres, quels sont les derniers livres qui ont rejoint votre palle. Vous m'expliquez tout ça en commentaire, et je vous dis à très vite sur Plume à Papote. Bye bye.